Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à cette table ronde sur le risque cyber et le risque épidémiologique. On va parler des points communs, des différences entre ces deux risques et puis des questions communes que ça peut poser en termes d'assurance. Avec donc cette question, quel modèle d'assurance pour les risques systémiques ? On va reparler de la situation actuelle. Vous comprendrez que c'est pour ça que vous devez rester masqué. Il semble qu'en tribune, on ait le droit d'enlever notre masque le temps de parler. Et c'est aussi pour des raisons covidesques qu'on doit laisser la porte grande ouverte. Je suis désolée, j'espère que ça ne fera pas trop de bruit périphérique. Donc sur ce beau sujet, 3 experts à mes côtés. Alors ils sont rangés par ordre alphabétique, mais pas en dessous de leur... Donc... tout à on va faire en sens inverse. À votre gauche, Luc Vignancourt. Bonjour. On n'a pas le droit de fermer. Luc Vignancourt, qui est, on aurait pu le mettre en français, expert assurance cyber executive risk chez Beazley Group. On va dire Beazley. Beazley, pardon. J'ai essayé de faire un peu. Au milieu, Maxime Cartan, cofondateur et président de Citalit Cybersécurité. Vous nous reparlerez chacun de vos structures, donc je suis brève là-dessus. Et Oliver Wild, qui est à la fois responsable des risques de l'assurance du contrôle interne de Veolia Environnement, et c'est au titre de président de l'AMRAE, c'est-à-dire de président de l'Association des directeurs des risques, pour le management des risques et des assurances en entreprise, que Oliver Wild est avec nous aujourd'hui. Donc peut-être pour commencer justement, Oliver, je pense que tout le monde sait ce que c'est que la crise Covid, mais peut-être un petit retour en arrière. Qu'est-ce que ça a signifié pour les entreprises et comment est-ce que cette crise systémique peut être analysée afin qu'on comprenne bien ce que ça implique en assurance? Oui, donc tout à fait. La crise Covid, vous la vivez. Ouais. Vous m'entendez ? C'est mieux ? D'accord. Donc la crise Covid, vous en entendez parler tous les jours malheureusement, mais donc fait partie de ces risques systémiques, justement de grande ampleur, qui en fait bousculent tous nos fonctionnements et bousculent l'économie. Et donc un élément important à comprendre de cette crise, un des enseignements, c'est toute la place ou l'importance qu'a la gestion des risques dans ce type de crise. Donc même si on n'avait pas au sein d'entreprises ou d'institutions identifié le risque de pandémie en tant que tel, on n'était pas forcément préparé à un risque de pandémie. Le fait que les entreprises, par exemple, aient investi dans la gestion de divers risques, comme le risque sur la chaîne d'approvisionnement, par exemple, a bien montré que c'est ces entreprises-là qui ont été le plus résilientes, en fait, puisque quelle que soit la cause de la disruption, elles ont pu réagir, s'adapter et gérer le risque. Donc toutes les entreprises qui ont identifié, bien compris leur risque et mis en place des dispositifs de maîtrise sont celles qui ont démontré leur résilience. Donc pour faire court, en fait, une entreprise qui gère ses risques, c'est une entreprise qui est résiliente, c'est une entreprise qui est durable. Et cette gestion des risques, elle est tout aussi importante dans la gestion du risque cyber aussi, qui pourrait avoir une forme, on va dire, systémique comme une pandémie telle que la crise du Covid. Un autre élément à retirer de cette crise Covid, c'est la partie assurantielle. Donc vous avez la base qui est la gestion des risques, mais après vous allez faire appel à un marché de l'assurance pour vous aider à couvrir l'impact financier d'une telle crise. Et ce que l'on a pu constater, c'est que, en fait, il y avait assez peu de dispositifs assurantiels sur ce sujet-là. En fait, la pandémie était assez rarement couverte, et donc ça a donné lieu d'ailleurs à même des poursuites et débats au niveau des tribunaux. Et ce que l'on voit, c'est que là, on est en période de renouvellement. Donc pour les risk managers ou les personnes qui gèrent les assurances pour les entreprises, ce que l'on constate, c'est au-delà et on va en parler en un peu plus de détail, au-delà de la tension sur le marché, en fait, ce que vous voyez, c'est que le risque de pandémie ou épidémique est systématiquement maintenant inclus. Donc, on est en train de revoir toutes les polices d'assurance, enfin, les assureurs sont en train de revoir leurs polices pour rectifier et de ne pas le couvrir, ce risque-là. Et on voit cette même tendance sur le risque cyber, c'est-à-dire que là où vous pouviez avoir une couverture sur le risque cyber
dans des polices dommages ou responsabilité, vous trouvez des exclusions. Alors, vous avez les moyens de vous assurer sur des polices dédiées au cyber-risque, mais on voit bien que les assureurs sont de plus en plus risques adverses et essayent de cantonner et de spécifier le risque dans certaines polices. En fait. Un petit point peut-être pour être honnête, Oliver, il y avait déjà une tension du marché de l'assurance avant et le Covid, et enfin, on était arrivé à un point bas qui fait que visiblement, les assureurs trouvaient qu'il fallait un peu augmenter les primes, si c'est ça dont on parle. Oui, tout à fait. Enfin, on a vécu une dizaine d'années de baisse de primes d'assurance, mais par contre, une augmentation de la sinistralité. C'est-à-dire que vous avez les catastrophes naturelles qui se multiplient et qui sont de plus en plus fréquentes et plus intenses. Si on parle du cyber, vous avez de plus en plus d'attaques cyber et qui se multiplient. Donc forcément, vous avez un déséquilibre qui se crée. Par contre, là où il faut être vigilant, c'est que vous ne pouvez pas supporter une augmentation de primes d'assurance, par exemple, en vous disant c'est à cause du Covid. Parce qu'en fait, je n'étais pas couvert pour le Covid avant, donc, et je ne le serai pas demain. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de différence de prix liée à la crise sanitaire en tant que telle. Si par contre, vous avez mal géré votre risque historiquement et que vous avez une sinistralité forte, là, l'assureur est en droit soit d'arrêter de vous assurer, soit de demander une augmentation de prime, puisque vous gérez mal votre risque. Donc je reviens à cet essentiel qui est la gestion proactive du risque pour bien démontrer à l'assureur que vous mettez en place les dispositifs appropriés pour maîtriser vos risques. Et si vous le faites bien et que votre sinistralité est basse, vous devriez même être en droit d'avoir une prime qui reste flat ou qui serait réduite. Il faut valoriser cette maîtrise des risques. Alors, Maxime, peut-être, est-ce qu'on peut revenir sur le parallèle, hein, si on remonte au risque lui-même. Oliver nous a expliqué le risque Covid. Pourquoi est-ce qu'on peut faire un parallèle entre ces deux risques, à la fois les mots qu'on emploie, la façon dont on l'appréhende? Qu'est-ce que vous voyez comme point commun? Oui, donc bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Ouais. Donc oui, merci. En effet, il y a évidemment des parallèles à faire. Alors, il faut être très vigilant là-dessus. Je me permets de le dire dès le début, puisque même s'il y a des parallèles, il y a aussi de grosses différences. Donc, c'est pas forcément le sujet de la conférence, les différences. Donc, je vais pas m'attarder dessus. Mais évidemment, sur la partie volonté propre, sur la partie création humaine ou pas, sur la partie évidemment impact, puisqu'on parle de décès de masse pour le Covid et pas forcément pas pour le cyber. Mais sur les parties points communs qui font qu'on peut rapprocher ces deux risques, il y en a pas mal. Il y en a au niveau d'abord du schéma de propagation. Pour ceux qui ont pu regarder un petit peu ça, en fait, dans les risques cyber et notamment les risques, on va dire un peu qui ressemblent à du systémique, comme ce qu'on a pu avoir sur WannaCry ou NotPetya en 2017. On est sur de la propagation qui n'est pas géolocalisée, ou disons qui est transgéographie. Ce qui est à l'inverse de certains risques, la plupart des risques IARD, où on a souvent un impact quand même géographique, je parle sous votre contrôle, qui est assez marqué. IARD, juste, c'est... Donc c'est une typologie d'assurance, c'est incident, incendie, accident et risque divers de mémoire. C'est ça, oui. Voilà, j'avais même trompé sur l'acronyme. Voilà, quand on prend feu, le classique dommage. C'est ça. Donc il y a ce parallèle qui peut être fait. En revanche, ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder sur la métaphore biologique, parce qu'on entend virus dans les médias en termes cyber et on entend évidemment virus en termes biologiques. J'ai consulté là-dessus un des partenaires avec lesquels on travaille, qui est Marc-Éric Bello d'Allianz, qui m'a dit quelque chose d'intéressant. Il me faisait remarquer qu'on se trompait peut-être de métaphore biologique, puisque quand on parle de virus biologique, ce qui s'en rapproche peut-être le plus en cyber, c'est plutôt ce qu'on appelle les vers. Au sens strict que les virus. Et en fait, si on regarde bien, quand on pense à un virus dans les médias cyber, on pense peut-être plutôt à des attaques plus classiques, moins systémiques, et donc peut-être plus à ce qui pourrait se rapprocher, par exemple, de la malaria ou le paludisme, où en fait, on a une nuée de petits vecteurs, les moustiques ou les groupes d'attaquants en cyber, qui transmettent chacun la maladie à certaines victimes, mais on n'a pas quelque chose qui se répand tout seul comme on pourrait l'avoir pour un ver. Bon, ça, c'est un des aspects que je voulais évoquer avec vous. Un deuxième aspect sur la propagation, évidemment, c'est, on va dire, la partie asymétrie entre l'attaque et la défense. Alors, je suis désolé, les termes sont évidemment différents en biologie, on n'est pas sur de l'attaque-défense. Mais il y a quelque chose qui est stable, c'est qu'en cyber, l'attaquant a cet avantage qu'il n'a qu'une seule vulnérabilité à trouver, un seul point ouvert dans le réseau, et il a gagné la partie d'une certaine manière. En tout cas, il est en phase de la gagner.
Tandis que le défenseur, lui, a tout son périmètre à cloisonner et doit faire attention à ce qu'il n'y ait pas un maillon de la chaîne qui soit un peu moins fort. Donc c'est un petit peu pareil, si on regarde la gestion de la crise biologique, en fait, les gouvernements ont l'entièreté de leur population à gérer, là où il suffit qu'il y ait un cas de contagion, et on se retrouve avec des clusters et une propagation de l'épidémie au sein de tout un pays. Cette asymétrie attaque-défense, d'ailleurs, je me permets de le rappeler parce qu'on va en reparler après, je pense, elle est d'autant plus marquée post-crise sanitaire, cette fois, dans le cyberespace. Alors, on en a parlé un petit peu avant de venir. Typiquement sur la scène ransomware, sur la scène des rançongiciels, on avait une forte tendance à la professionnalisation et à l'augmentation de ce type d'attaques et d'attaques de plus en plus ciblées avec des primes de plus en plus élevées. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que pendant le confinement, il y a eu une sorte de rationalisation de la scène des acteurs ransomware, avec un peu des fusions-acquisitions, des mécanismes d'intégration, ce qu'on retrouve sur des marchés économiques matures. Et on se retrouve post-crise sanitaire avec des acteurs ransomware qui sont plus professionnalisés, moins nombreux mais potentiellement beaucoup plus virulents, et avec des attaques très ciblées qui font de plus en plus mal. Donc on va y revenir sur la partie assurance évidemment. Et rapidement, si je peux mentionner 2 autres points, je te laisse faire la maîtrise du temps. Je te laisse, là, je sais. Donc il y a le schéma de propagation. Il y a également l'importance de la temporalité dans la chaîne d'infection. Si vous regardez bien, une des grandes forces du virus Covid-19, par rapport à d'autres virus qu'on a pu avoir, c'est aussi le fait que les symptômes se déclenchent assez tard, donc la période d'incubation est assez élevée. Ce qui veut dire qu'on a potentiellement, ça reste à démontrer dans toute sa splendeur, mais on a potentiellement des chaînes de contagion et d'infection qui se mettent en place bien avant, ou en tout cas avant l'apparition de symptômes, ce qui évidemment favorise la diffusion du virus. Si je fais le parallèle avec les chaînes de compromission en cyber, ce qu'on appelle les kill chains, si certains sont familiers, on peut imaginer en fait un parallèle qui serait de dire qu'on a un ver ou un malware qui se propage sans aucune charge utile, c'est-à-dire sans aucun impact sur le réseau, et avec ce qu'on va appeler une bombe logique, c'est-à-dire à un instant donné, à un instant T, là l'impact se fait ressentir. Et jusqu'à cet instant T, en fait, rien ne se passe sur le réseau et donc on est dans la furtivité. Et c'est souvent en fait ce qui marche bien et ce qui est le plus difficile pour les défenseurs à détecter et à traiter. Et enfin, il y a un autre parallèle qui est important, c'est sur la partie remédiation ou gestion. En fait, on se rend compte que tout un chacun est acteur, on va dire, de l'anticipation de ce risque-là. Les règles d'hygiène dont on parle tout le temps en biologie, elles sont là aussi en cyber. L'ANSSI sort d'ailleurs des règles d'hygiène régulièrement. Et plus le nombre de personnes qui les respectent augmente, plus on sera dans une forme d'immunité collective. Un dernier point dont tu m'avais parlé aussi, c'est le manque d'experts. Enfin, le Ouais. manque d'infirmières cyber. Exactement. Alors ça, pour ceux qui veulent aller plus loin, on a publié, mon entreprise Citalide, on a publié une modélisation des schémas de propagation du ou de la Covid-19, je ne sais jamais comment on dit. Et en fait, si vous regardez, on a testé en fait l'impact des différentes mesures de remédiation, en tout cas des contre-mesures face au virus. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'on est toujours dans une notion de temporalité, puisque ce qu'on a cherché à éviter aussi avec le confinement, c'est la saturation des hôpitaux. Parce qu'en effet, le personnel médical était sous pression. Et en fait, c'était un moyen aussi de délayer et d'éparpiller dans le temps cette saturation du système médical. Et en fait, c'est pareil dans le cyber. C'est-à-dire qu'un risque systémique, il va nous amener à quoi ? Il va nous amener aussi à une saturation du nombre d'experts. C'est déjà le cas en temps normal. Mais alors, en période de crise, je ne vous explique pas l'impact. Alors, peut-être une réaction, Luc ou Oliver, sur ces points communs et des différences quand même, parce qu'il y en a. Pardon, bonjour. Oui, les points communs, c'est certain que cette notion de systémique, en fait, est déjà un énorme point commun. Et cette notion systémique vue côté assureur, c'est en fait la première fois que vous avez un risque qui n'a pas de frontières, pas de limite. Qu'on soit dans le domaine de la pandémie, que ce risque pandémie soit pris en charge par les États ou par d'autres, peu importe, derrière, ils ne peuvent pas se cantonner en travaillant que sur leur pays ou que sur leur entreprise. Il n'y a pas de limite. Vous pouvez très bien avoir un endroit où ça va se déclencher, puis dans un autre endroit géographiquement. En cyber, c'est exactement la même chose qui se passe, c'est-à-dire que c'est pour la première fois de l'histoire de l'assurance. Les assureurs sont confrontés à un risque qui n'a pas de frontières. Tout l'ensemble des risques qui sont traités généralement du côté assurantiel, que ce soit dommages, que ce soit les tempêtes, que ce soit le terrorisme, il y a toujours la notion de périmètre qui existe. Ça veut dire que pour un assureur,
quand il va chercher à mutualiser les risques, il va chercher à mutualiser ses portefeuilles, c'est-à-dire avoir un scope d'assurés suffisamment nombreux pour que si jamais il y a un endroit où ça devient un point chaud avec beaucoup d'attaques, beaucoup de problématiques, il ait finalement l'ensemble des primes de la totalité de la communauté qui lui permettent de financer les indemnisations. Avec le risque cyber, on s'est rendu compte que c'est un risque qui n'a pas de limite. Et le premier exemple qui a vraiment été pris en compte par les assureurs et qui a été vu a été NotPetya, puisqu'on s'est rendu compte sur NotPetya, juste en travaillant sur les entreprises qui ont communiqué derrière, qui ont communiqué publiquement sur leurs impacts, vous vous rendez compte que vous avez des entreprises qui sont de tout secteur d'activité, qui sont de plusieurs nations, de plusieurs continents même. Donc en fait, on se rend compte vraiment qu'on a un risque cyber qui peut arriver n'importe où, n'importe quand, et surtout qui peut arriver partout. Et c'est là où ça devient systémique, et c'est là le grand challenge des assureurs. Il peut arriver partout en même temps. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, un assureur ne peut pas raisonner sa gestion en interne du risque cyber en disant « je vais faire la mutualisation au travers du monde pour que si jamais j'ai un endroit où ça chauffe trop, je vais me compenser par les endroits où ça chauffe moins », parce que ça peut très bien chauffer du jour au lendemain, absolument partout. Et la deuxième point qui est aussi un peu commun là-dessus, c'est que c'est un risque qui est extrêmement récent. Les attaques cyber, alors aux États-Unis, on en parlait depuis longtemps. Bon, ça n'avait pas eu lieu, mais ça a commencé depuis l'année dernière aussi. En Europe aussi, les garanties cyber, ça existe. Enfin, la mode du cyber, je dirais, ça existe depuis une dizaine d'années. Donc en fait, il n'y a pas derrière d'expérience, il n'y a pas d'expérience actuarielle, il n'y a pas non plus de matelas financiers qui ont été faits dans des proportions. C'est pour ça qu'on a un marché qui bouge très vite aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'assureurs qui sont venus en disant voilà une opportunité de faire du développement, et puis qui aujourd'hui se rendent compte qu'en tant qu'assureur, non seulement on doit faire du développement, mais on doit surtout payer les sinistres derrière. Et quand vous avez une sinistralité qui explose, derrière, il faut pouvoir le gérer. Donc c'est cette notion de sans frontières, sans limites, et c'est vraiment un des points communs qui est entre les deux éléments. Et puis, aucun historique. Alors, Maxime, comment est-ce qu'on peut, je sais que vous avez travaillé là-dessus, comment est-ce qu'on peut quantifier un risque sur lequel on n'a pas d'historique et qui est quand même la référence de tout assureur? Merci de me tendre la perche. Non, c'est un vrai problème. Hein. Ça va me permettre de rebondir sur deux choses que Oliver et Luc ont dites respectivement. Tu disais, Oliver, qu'on assistait aussi à une chose assez intéressante sur ce marché, c'était une augmentation des primes, parce qu'on se rendait compte que potentiellement les primes étaient beaucoup trop basses historiquement et elles sont probablement toujours. Ça, il y a deux raisons. Hein. Il y a une raison, et c'est le point qu'a mentionné Luc, c'est le manque de données historiques de sinistralité. Donc les démarches statistiques ou actuarielles classiques sont juste trop peu certaines, voire rendues impossibles. Il y a une deuxième raison, c'est bien sûr un effet commercial. Tu m'arrêtes si je me trompe, hein, ça va être une petite pique gentille. Quand on n'a pas de données, quand on est un assureur et qu'on n'a pas de données historiques pour quantifier un risque, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche à les acquérir, ces données. Et en fait, le meilleur moyen d'acquérir des données, c'est d'assurer le risque, paradoxalement. Et donc, on l'assure en fait avec des conditions commerciales intéressantes pour essayer de gonfler le portefeuille. Et comme ça, on récupère de la donnée sur le risque et on a un produit qui correspond mieux au marché. Ce qui est tout à fait logique. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a une autre façon aussi d'appréhender ça, c'est de dire, on va prendre évidemment les données statistiques qui sont disponibles, les données actuarielles, et on va essayer de les compléter avec une approche qui est un peu innovante, qui est une approche par la menace. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un risque où il y a une menace, c'est-à-dire qu'il y a une volonté propre derrière d'un attaquant, potentiellement de nuire à une entreprise ou de nuire à une organisation. Et donc ça, c'est là où les deux mondes se connectent. Et c'est ça que je trouve intéressant aussi dans cette table ronde, c'est que moi, je suis pas, vous l'avez peut-être compris, je suis pas du tout du monde de l'assurance au départ. Hein. Citalis, c'est une entreprise cyber qui développe un outil de gestion des risques cyber. Mais en fait, cet outil, on le développe grâce à la connaissance de la menace. Je suis un ancien de l'ANSSI, ma spécialité là-bas, c'était ce qu'on appelle la threat intelligence, justement, la connaissance de la menace. Et qu'est-ce que ça apporte, cette connaissance ? Ça permet de savoir, pour tous les attaquants, justement, je parlais de la scène ransomware, par exemple, tous les groupes d'attaquants qui sévissent, de connaître leur ciblage géographique privilégié, qui existe pour la plupart, leur ciblage sectoriel privilégié, et la façon dont ils mènent à bien leurs attaques, c'est-à-dire techniquement comment ils font. Et en fait, ces trois éléments permettent de filtrer les menaces pertinentes pour une entreprise, et donc de connaître l'intensité de sa menace et le type de scénario de risque qui la concerne le plus. Et à partir de ces deux éléments, de calculer
la fréquence d'attaque, les impacts financiers et surtout les éléments techniques, les mesures de sécurité qui seront les plus pertinentes. Parce que si on sait comment procède l'attaquant, on sait quelles sont les mesures de défense les plus prioritaires. Et ces 3 éléments font qu'en fait, on est capable de connecter la menace, c'est-à-dire la partie purement cyber, la gestion des risques, puisqu'on fait une quantification financière, donc on remonte des éléments financiers de décision aux décideurs, et la partie assurantielle, puisque c'est bien beau de réduire le risque en investissant dans des solutions de sécurité, il y aura toujours un risque résiduel à assurer. Et donc ce partage du risque avec l'assureur, il est clé dans cette stratégie globale de gestion. Alors, une réaction juste pour ajouter sur. J'ai échangé avec des anciens collègues de l'ANSSI et ce qui était intéressant, c'était la remarque de dire qu'ils voulaient ou s'appuyer davantage sur des fonctions de gestion des risques qui, elles, avaient l'habitude de faire cette quantification justement et de casser les silos. C'est-à-dire que c'était pas une approche en regardant uniquement le risque cyber et en disant que le risque cyber, il appartenait au directeur de la cybersécurité ou au directeur de l'IT historiquement, mais que c'était bien un risque dans lequel, dans la discussion et cette quantification, il fallait avoir une discussion avec les directeurs de sites ou d'opérations et que c'était bien le risque de tout le monde. Il fallait même discuter avec les RH, puisque souvent le maillon faible, c'est le collaborateur qui ouvre le mauvais mail malgré la formation qu'il a eue et ainsi de suite. Et donc d'avoir une stratégie et un dispositif de prévention et de protection qui soit articulé, donc certes piloté par un directeur de la cybersécurité, porté au plus haut niveau de l'entreprise et de la gouvernance, mais de s'adosser à la gestion des risques qui puisse diffuser justement ce message et cette stratégie et de s'assurer qu'on a bien tout compté quelque part en termes d'impact et de répercussions. Et l'autre élément, et là je rebondis sur ce que disait Luc, c'est on voit bien avec... donc nous, on a toujours prôné en tant que risk manager le fait de casser les silos dans l'entreprise, c'est-à-dire de mettre toutes ces personnes-là autour de la table pour qu'il y ait une bonne compréhension du risque et de s'assurer que le plan, il est adapté. Là, ce qu'on constate avec la crise Covid, c'est qu'en fait, il faut casser les silos encore plus loin dans la chaîne de valeur avec ses fournisseurs, ses clients, pour s'assurer qu'il va y avoir une solidarité et un plan à toute épreuve quand on va entrer dans une attaque cyber systémique, du même style que le Covid-19, c'est-à-dire une attaque cyber de grande ampleur qui pourrait immobiliser une industrie, un pays, voire l'Europe, par exemple. Et donc voilà la nécessité d'engager le dialogue aussi avec ses partenaires et d'avoir un dispositif de maîtrise des risques coordonné et adapté pour faire face à une crise systémique. Non. Vous avez on reviendra sur les recommandations en détail. J'avais juste un point sur lequel je voudrais revenir. On l'a évoqué dans le couloir tout à l'heure. À la fois sur l'analyse de la menace et sur la constatation réelle que vous en avez fait sur les tout derniers mois. Il semble qu'on est vraiment là, depuis la rentrée, j'ai envie de dire, une évolution, une explosion du ransomware et du risque. Alors, je ne sais pas qui prend la parole, mais je pense que c'est important avant autant on a dit tout à l'heure que l'assurance, le marché s'est étendu dès le début de l'année, autant là, il y a quand même en cyber aussi une forte tension. Oui. Luc ? Oui, en fait, c'est pareil, on avance par étapes. Le marché du cyber s'est tendu en début d'année parce que les grands sujets à l'époque, c'était... alors, on commençait à avoir un peu de ransomware, mais on avait surtout le sujet de la gestion du silent cyber, ce qui s'expliquait tout à l'heure, où les assureurs, devant gérer... Pour un assureur, gérer le risque cyber, ça veut dire quoi ? Ça veut dire de démontrer à ses autorités qu'il a la solvabilité nécessaire pour assumer les conséquences des sinistres cyber qu'il va devoir indemniser. Donc quand le régulateur a constaté que finalement il y avait du cyber partout, dans les polices dommages, dans les polices RC, dans les polices corporelles certaines fois, il s'est posé des questions sur les risques pour la solvabilité des assureurs. Et s'il y a un risque sur la solvabilité des assureurs, il y a un risque sur l'indemnisation des assurés. Donc les assureurs ont déjà été bousculés par cette étape-là où on leur a dit il faut que vous identifiez vos risques cyber que vous portez. Donc soit de façon silencieuse, et dans ce cas-là, la solution qui est faite, c'est effectivement, puisqu'il y a du cyber un peu partout dans les portefeuilles d'assurance, sortons-le de un peu partout, comme ça on est sûr qu'on n'est pas exposé, et mettons-le à un endroit où on va essayer de le valoriser et de le maîtriser. Donc là, c'est le silent cyber. Et deuxième choc qui est arrivé, effectivement, on a vraiment commencé à avoir les constatations cet été, c'est que les ransomware dont on parlait depuis de nombreuses années ont pris une tournure complètement différente au niveau mondial. C'est pas un problème français, c'est pas un problème européen ou anglais, c'est vraiment un problème mondial.
avec des attaques par ransomware. Alors, est-ce qu'elles ont diminué en fréquence? Ça, j'en sais rien, je ne pourrais pas vous le dire. Par contre, ce qui est énorme, c'est qu'elles ont augmenté en impact. Il y a 5 ans, les rançons, c'était quelques milliers d'euros parce que c'était une industrie de masse. Donc, il fallait toucher le maximum de personnes et leur faire payer une petite rançon pour qu'ils puissent la payer. Et comme ça, les diffuseurs de ransomware s'enrichissaient comme ça. Aujourd'hui, c'est devenu une industrie qui est complètement ciblée, c'est-à-dire que vous avez les diffuseurs de ransomware, les hackers, vont analyser en fait leur cible avant. Ils vont analyser la protection de la cible pour pouvoir derrière diffuser un ransomware, l'installer. Et ils savent à l'avance quelle est la capacité financière qu'a l'entreprise de payer la rançon. On a même constaté dans certains cas où dans le module ransomware, vous allez avoir une recherche des contrats d'assurance éventuels pour savoir ce qu'il y a dedans. Donc les rançons sont passées de quelques milliers d'euros à plusieurs millions d'euros. Les plus grosses que l'on ait pu voir aujourd'hui, je pense que ça se situe entre 30 et 50 millions d'euros. Quand vous avez une entreprise qui prend une demande de rançon de 50 millions d'euros, il y a tout un sujet sur l'assurabilité des rançons, on ne va pas rentrer dedans. On va dire que pour le moment, on n'en sait rien s'il faut les... Ce qu'on est sûr, c'est qu'il ne faut pas les payer tout de suite, ça c'est certain. On est sûr que l'ANSSI dit de ne pas les payer. Oui, c'est sûr, mais même nous, je veux dire, on va jamais recommander à qui que ce soit de payer une rançon, c'est la pire des choses à faire. Mais les frais qu'il y a à côté ont aussi pris des proportions absolument gigantesques parce qu'un ransomware qui va se diffuser, aujourd'hui, il ne va pas juste vous bloquer un ordinateur portable ou un ordinateur fixe. Derrière, ils ont étudié le réseau, ils ont étudié les éléments vitaux pour l'entreprise pour savoir quelles sont les données qu'on peut prendre à des chantage à l'extraction de données, c'est-à-dire qu'on vous menace de divulguer des informations, ou alors chantage au blocage de l'entreprise, ce qui est aussi très redoutable et qui est le plus fréquent, c'est-à-dire qu'on vous dit, on vous menace de bloquer l'entreprise, voire dans certains cas, on bloque l'entreprise et on vous demande la rançon. Donc on a eu une explosion de ces montants de sinistres ransomware qui fait qu'aujourd'hui, il y a des vraies questions à se poser sur la solvabilité de ce marché et comment on va le gérer dans les mois qui viennent, sachant que aujourd'hui, personne ne sait si dans l'année prochaine ou dans 2 ans, la problématique, ça sera encore du ransomware ou si ça ne sera pas autre chose qu'on n'a pas imaginé. Alors, je voudrais donner la parole à Oliver justement sur ces travaux de l'été. On sent entre les lignes, Luc, que globalement, les risques sont énormes. Il y a un moment où les assurances ne pourraient plus forcément être en mesure de les payer. Je ne vous redonne pas la parole. Non. Mais Oliver, vous avez travaillé cet été avec Bercy sur ce qu'on a appelé un projet de couverture de risques exceptionnels. Oui. Alors, l'idée, c'est justement de mettre autour de la table assureurs, risk manager et l'État en médiateur, on appelle ça. Oui, enfin tout le monde a sa place dans la structure de protection. Et là, on parle de tous les étages de la protection. Je vais vous donner un peu de détails, même s'il est encore un peu tôt, puisque les discussions avec Bercy sont toujours en cours. Mais en fait, la discussion était partie dès le mois de mai, en fait, sur une hypothèse de créer un fonds de protection contre la pandémie. Et donc très ciblé sur un risque. Donc un élément à tenir en compte, et la même chose si on voulait créer un fonds sur la cyber, c'est que l'adéquation économique de savoir que tout le monde contribuerait à un fonds qui se débloquerait un jour en cas d'attaque significative, elle colle pas en fait. Donc on n'aurait pas assez d'argent dans le fonds pour couvrir le risque d'ampleur. Et l'autre élément était de dire pourquoi cantonner ça à la pandémie uniquement, puisque le prochain risque, c'est peut-être une attaque cyber de grande ampleur ou ce sera peut-être autre chose. Et aujourd'hui, il y a un manque qui est clair, c'est comment est-ce qu'on couvre la perte d'exploitation sans dommage. Alors je m'explique, vous avez une assurance protection incendie par exemple, vous avez un feu, vous avez un dommage, l'installation elle est brûlée, vous avez des pertes d'exploitation associées et votre assureur vous paye pour la reconstruction du bâtiment et les pertes d'exploitation, enfin les pertes de chiffre d'affaires pendant la période où vous avez été immobilisé. Là, en fait, vous n'avez pas de dommages physiques. Donc, c'est pour ça qu'on parle de perte d'exploitation sans dommage. L'idée et ce qu'on a poussé, c'était d'une part, au premier étage de la fusée, dans le dispositif assurantiel, c'est de reconnaître cette fameuse gestion des risques. C'est-à-dire qu'il faut donner la main à l'entreprise pour
bien identifier et comprendre ces risques, mettre en place des moyens de maîtrise, donc investir dans la protection cyber ou la détection d'attaques, ce genre de choses-là. Donc ça, c'est la première, c'est le socle quelque part, qui est très important. De faire une place aussi à de l'auto-assurance, c'est-à-dire une fois que j'ai bien compris mes risques, l'entreprise aura fait ses investissements et puis peut provisionner sur son bilan, se protéger ou à travers une captive qui est comme une petite société d'assurance de l'entreprise. Donc on laisse un peu de marge de manœuvre pour que l'entreprise puisse calculer un retour sur investissement par rapport à ce qu'elle va investir pour se protéger et se donner une marge de manœuvre par rapport à un événement potentiel. Et c'est à ce moment-là ensuite que l'on engage la discussion avec les assureurs pour trouver des solutions assurantielles pour quelque chose qui serait insupportable pour l'entreprise. Donc là, on voit bien qu'on a un partage du risque entre l'entreprise et l'assureur. Et ça permet d'avoir ce dialogue avec l'assureur et d'expliquer toutes les bonnes choses que l'on a faites pour se protéger et vraiment quantifier ce niveau de protection, ce niveau de prévention pour éviter le risque ou le gérer au mieux. Et ensuite, l'assurance peut vous couvrir pour des pertes plus significatives et aussi vous accompagner dans la gestion de la crise avec, vous voyez, beaucoup de polices d'assurance cyber qui proposent de l'assistance avec des partenaires. Et ça, c'est très important dans la gestion de la crise pour pouvoir rebondir le plus rapidement possible. Et en fait, c'est après que l'État devrait intervenir, et c'est pour ça qu'on est en discussion avec Bercy, c'est qu'une fois que ce dispositif, il a été complètement asséché parce que la crise est d'une telle ampleur, et là, on a un recours à l'État qui pourrait intervenir pour soutenir les entreprises. Alors, Olivier, c'est clair que vous réfléchissez, que vous discutez encore avec Bercy et tout le monde. On peut espérer avoir un projet abouti à quelle échéance, d'après vous ? Alors, il y a déjà des discussions qui sont pour planter des graines dans la loi de finances, donc ça c'est des éléments qui sont en cours et portent vraiment sur 2 points. C'est cette reconnaissance de la gestion des risques, donc le dispositif de gestion et de protection par rapport aux risques. Et l'autre élément, c'est sur la captive, parce qu'en France, en fait, on n'a pas un terreau très favorable à la création de captives. Beaucoup des captives sont ailleurs en Europe, au Luxembourg, en Irlande et ainsi de suite. Et donc, en fait, on discute avec Bercy pour voir quelles seraient les conditions favorables pour développer ce système captif qui est un peu l'auto-assurance des entreprises. Alors, est-ce qu'il y a des questions déjà sur soit ce projet, soit d'autres points ? Je ne sais pas si soit vous parlez fort, soit je... J'ai une petite question sur la maîtrise du risque. Si on compare avec la physionomie des cambriolages, par exemple, on a un risque qui est pareil, géographiquement utilisé, qui est devenu relativement massif. Les assurances ont travaillé à la fois sur la réduction de la probabilité d'occurrence, en imposant le verrou rapport, une mesure préventive, et en réduction de l'impact sur les entreprises sensibles, bijoutiers. Les choses sont cloisonnées, donc le cambrioleur, s'il réussit quand même malgré les mesures de protection, il va pas emmener tout, mais une partie du résultat. Est-ce qu'on a la même démarche dans le cyber, c'est-à-dire d'adosser en fait le contrat avec non pas des preuves a posteriori, mais des obligations a priori de l'entreprise, à la fois sur la probabilité, mais également sur l'impact. Alors, Luc, peut-être sur ce point, oui. sur les contrats d'assurance, et on arrive presque à ma partie suivante. Quelles recommandations vous allez donner ? Je vais être un peu brutal. Non, c'est quasiment impossible parce que effectivement, vous sur le risque cambriolage, vous mettez une sur 3 points, 3 étoiles selon la FFA. C'est un niveau de solidité qui est plus certain et qui va faire que même certains cas, on peut pas rentrer. De la même façon, en incendie, vous construisez, je vais faire très simple, mais un bâtiment en bois ou un bâtiment en pierre. Le bâtiment en pierre, il ne peut pas brûler. En cyber, c'est une certitude qu'on ne peut pas avoir. C'est-à-dire qu'on a absolument, aujourd'hui, il n'y a aucune règle qu'on pourrait dire, il y a des règles minimales. Par exemple, un truc de base qui est de dire qu'il faut faire des sauvegardes. Moi, je pourrais mettre dans mon contrat d'assurance en disant, j'assure que ceux qui font vous serez assuré que si vous faites des sauvegardes. Bon, c'est contraire à notre politique commerciale de mettre des contraintes. Mais derrière, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que c'est ridicule de dire qu'il faut faire des sauvegardes, parce que tout le monde est capable de mettre, une disquette dans son ordinateur pour faire une sauvegarde. Mais derrière la sauvegarde, il faut qu'elle soit adaptée à la problématique de l'entreprise. Et vous allez avoir, alors on va dire, bah oui, mais alors il faut dire, ok, il faut faire une sauvegarde une fois par semaine.
Il y a certaines activités, c'est pas nécessaire une fois par semaine. Il y a d'autres activités, c'est plus fréquemment qu'il faut le faire. Donc on va dire, on va faire les sauvegardes, on va le faire en temps réel. C'est-à-dire on va faire de la réplication automatique sur un robot de sauvegarde et tout. Donc là, c'est le top, sauf s'il y a un ransomware qui rentre et qui va crypter aussi la sauvegarde. Donc on a si c'est faisable, ça arrive. On peut se protéger, heureusement, mais si vous saviez le nombre d'entreprises qui ne le font pas aujourd'hui. Donc, on n'a pas ces règles qu'on pourrait définir qui seraient valables partout et tout le temps pour les imposer dans les contrats. La démarche, elle est plus d'essayer de sensibiliser, de collecter l'information avant. Aujourd'hui, la démarche est plus de dire, OK, on essaye de percevoir si l'entreprise gère ces risques, ce que disait Oliver tout à l'heure. Une entreprise qui gère ses risques, elle va avoir des assureurs. Une entreprise qui va dire, finalement, moi, je n'ai pas vraiment envie de gérer mes risques. D'ailleurs, il y a l'assurance qui va s'en occuper à ma place. Là, elle est tranquille, elle ne trouvera pas d'assureur. Donc, c'est plus une relation d'échange et de confiance. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, une entreprise, on va lui demander qu'elle nous démontre qu'elle gère ses risques. Et si elle gère ses risques, on va l'accompagner avec la dernière roue du carrosse, qui est le financement, qui est l'assurance. Mais une entreprise qui nous dit qui ne gère pas ses risques, on ne va pas pouvoir l'accompagner. L'assurance, ça ne va lui servir à rien. Et moi, j'ai eu le cas de clients, qui ne sont pas clients du coup, qui se sont pris des attaques ransomware, qui n'étaient pas assurés, qui sont venus après en disant on voudrait s'assurer. Je dis regarde, ils avaient une politique d'amélioration qui semblait au début tenir la route, mais ils m'ont dit qu'elle était reportée parce qu'ils avaient d'autres priorités à gérer. Je dis je vais pas vous assurer, ça sert à rien que je vous assure de toute façon. On dit oui, mais même si vous mettez une grosse prime, plutôt que mettre 200 000 euros dans une prime d'assurance, allez investir 200 000 euros dans votre contrôle d'accès ou dans votre filtrage des emails ou même dans vos sauvegardes, ça sera beaucoup plus efficace que de mettre l'assurance. Donc dans les contrats, on ne peut pas mettre des mesures qui seraient vraiment fiables en fait. Alors, Oliver, suite logique, quelles sont vos recommandations pour une assurance? Est-ce que je peux juste très rapidement, Maxime, un tout petit rapidement complément sur ce que tu viens de dire? C'est là que ça montre, c'est un point sensible, votre question. C'est là que ça montre l'intérêt de connecter les deux mondes, en fait, le côté cybertechnique et le côté assurantiel. Parce qu'en cyber, on a des référentiels de défense, on sait classer les mesures et les axes en fonction de si ça va réduire la probabilité d'occurrence, la fréquence de ciblage, les impacts post-attaque, etc. Et connecter ces deux mondes, aujourd'hui, les questionnaires assurantiels sont quand même très très légers la plupart du temps et pas forcément bien calibrés. Donc c'est aussi un intérêt de connecter les deux. D'ailleurs, les questionnaires, je ne sais pas s'ils n'ont pas une valeur légale, ça doit dépendre des contrats. Ça dépend des lois. Voilà, ça dépend des lois. En lois. France, la loi française dit que l'assuré a l'obligation de répondre aux questions de l'assureur. Donc effectivement, un questionnaire qui est rempli et qui est signé peut considérer comme faisant partie de la police d'assurance. Mais quelque part, ça n'a pas de sens d'utiliser. On ne va pas l'utiliser à mauvais escient. Le questionnaire, il est là pour comprendre le risque. Alors, je suis d'accord avec vous, il y a différents niveaux de questionnaires. Mais il y a même des fois, on n'en fait pas parce qu'on n'a même pas le temps de les exploiter. Donc, ça ne sert à rien. Une question au troisième rang, peut-être, hein. En fait, on vous entend très mal. Pardon. Les assureurs utilisent des notations faites par certaines sociétés sur le niveau de sécurité de certaines entreprises. À partir de données qu'on ne sait pas trop comment elles les ont collectées, par rapport à des indiscrétions qui sont faites dans les entreprises. En quelques secondes, le sujet de la notation. Oui, je dirais non. Il y a des assureurs qui le font. Il y a des assureurs qui le font. Nous, par contre, on pense que dans les outils d'analyse, d'automatisation, un peu d'analyse extérieure des entreprises, il y a de la matière à prendre, mais nous, on le verrait plus comme, je dirais presque comme un service à fournir à nos assurés plutôt que le servir comme un outil d'évaluation. Parce que ce n'est pas suffisamment fiable et puis c'est trop partiel, c'est trop superficiel pour que ça soit vraiment fiable au niveau de l'évaluation du risque. Une autre question là. J'avais deux questions en fait. Une première question, je rejoins un petit peu ce qui est dit ici, c'est qu'aujourd'hui, ce que je constate moi, c'est que chez les souscripteurs, il y a une culture du risque cyber, des souscripteurs cyber, il y a une culture du risque cyber qui pourrait s'améliorer. Oui, qui est un peu obsolète, on va dire. Et concrètement, les discussions qu'on a nous avec nos cyberassureurs nous montrent que Ouais. il y a un vrai sujet en fait là-dessus. Et puis c'est le sujet quand je souscris ma cyberassurance aussi, je me rends compte que les questions qu'on pose ne sont encore pas du tout au niveau. La deuxième question,
c'est sur la temporalité en fait, de la modélisation du risque. On est sur un risque, en fait, le problème qu'on a aujourd'hui avec le risque cyber, c'est que contrairement au risque d'incendie ou au risque qui est relativement stable et dont la modélisation est relativement stable, est-ce que une modélisation même annuelle est suffisante, sachant qu'effectivement on s'aperçoit qu'en un trimestre ou en un semestre, la situation peut changer complètement. Est-ce que finalement la temporalité qu'on utilise aujourd'hui de modélisation du risque est la bonne pour le risque cyber? Qui se lance sur les deux là La temporalité, moi je parlerai. Voilà la première. La temporalité. Maxime, allez. Non, mais la première, vous avez raison, et c'est effectivement lié à cette sujet. Un assureur, déjà, c'est pas un pro de la cybersécurité. C'est pas un pro du risque informatique. C'est un assureur. C'est pas un pro de l'informatique. Donc, on n'a pas les compétences aujourd'hui pour aller analyser en profondeur une entreprise. Si vous voulez analyser en profondeur une entreprise, alors même sur des grands comptes, ce serait une mission qui va prendre, je sais pas, au moins 4 mois minimum. Quand on voit les montants très faibles des primes d'assurance payées par les entreprises aujourd'hui, on ne peut pas le financer. Maxime, très rapidement, Très parce rapidement, que j'ai obtenu l'autorisation de déborder de 5 minutes, mais Très pas beaucoup rapidement. plus. Promis. Très rapidement sur la temporalité, moi, ça n'engage que moi, mais je suis complètement d'accord avec vous, évidemment, sur le constat. Quand on regarde un petit peu et qu'on analyse la menace cyber, on se rend bien compte que ça peut changer à l'échelle du jour, de la semaine ou du mois, beaucoup plus qu'à l'échelle de l'année. D'où l'intérêt aussi d'essayer d'avoir des approches un petit peu innovantes, avec des contrats qui sont sur potentiellement des durées plus courtes ou qui sont paramétriques ou ce genre d'approche que nous, on explore avec des assureurs. Mais je ne sais pas si c'est une démarche qui est isolée ou qui est plus large. Alors, je voulais revenir sur un point majeur qui était les recommandations que vous pouvez donner. Alors, si chacun... Ouais. Oliver, si vous avez une réaction, je ne vais pas vous... Mais je voulais vous demander une recommandation. Ça sera tourné vers une recommandation de toute façon. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, un risk manager et un directeur de la cybersécurité ne peuvent pas ne pas travailler ensemble. Et quand on a une discussion avec les assureurs, je n'imagine même pas avoir une discussion intelligente avec un assureur si je n'ai pas fait tout le travail en amont de la compréhension de mon risque et d'avoir une discussion, d'avoir une compréhension aiguë de ce risque. C'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue purement opérationnel, quels sont mes systèmes informatiques administratifs, on va dire, par différentes fonctions, que ce soit le directeur financier, quels sont ses risques en fonction d'une attaque cyber, comme l'opérationnel d'un site. Et donc il faut avoir cette compréhension fine pour pouvoir l'expliquer à l'assureur. Moi, quand je fais un roadshow, et là je mets ma casquette de directeur des risques Veolia, quand je fais un roadshow pour placer ma police cyber, je ne pense même pas y aller sans le directeur de la cybersécurité. Parce qu'il faut faire cette passerelle. J'explique comment on fait le dispositif de gestion des risques, comment la cyber est intégrée dans notre cartographie des risques, et après on fait un zoom sur le risque cyber. Donc derrière cette bulle que vous avez dans votre cartographie ERM de l'entreprise, vous éclatez cette bulle et vous l'expliquez à l'assureur et vous expliquez quel est votre niveau de maîtrise, parce qu'on regarde les risques par rapport à un impact, mais aussi par rapport à un niveau de maîtrise. Et vous pouvez expliquer ce que vous avez fait et ce que vous allez faire aussi. Et c'est comme ça que l'assureur va être éduqué par rapport à ce que vous faites et mieux comprendre votre risque cyber et normalement avoir envie de vous assurer quelque part. C'est un bon risque à avoir dans son portefeuille. Donc je pense que l'investissement sur toute cette analyse de risque en amont, elle est critique pour pouvoir avoir quelque chose de cohérent et d'adapté pour protéger votre entreprise par la suite. D'autre part, c'est dans cette discussion-là, vous êtes entraîné à discuter avec votre comité exécutif, voire votre conseil d'administration, puisque vous avez fait tout ce travail d'analyse de risque, pour aussi débloquer les financements pour la prévention et la gestion du risque cyber. Donc, ce n'est pas inutile, ce n'est pas que pour les assurances, parce qu'il y a l'investissement qu'il va falloir faire pour protéger vos actifs et votre entreprise, et pour qu'elle soit durable et résiliente. Maxime, une recommandation à mettre en place dès demain ? Je suis évidemment complètement en phase avec tout ce que vient de dire Oliver. Il n'y a pas de surprise là-dessus. Notamment sur le côté, il faut mettre autour de la table le RSSI et le Risk Manager. Ça nous paraît évidemment absolument crucial. En prenant en compte également les métiers, comme tu l'as dit, et les risques propres. Tout à l'heure, tu parlais des RH. Moi, j'ai coutume de dire que les RH, en fait, leur métier, c'est d'ouvrir des pièces jointes.
Donc, en termes cyber, et c'est leur métier, hein, donc en termes cyber, si on oublie le risque RH, en fait, on oublie le vecteur d'infection initial numéro 1 d'un attaquant. Donc ça, complètement en phase. Je rajouterais peut-être que dans toute cette démarche, c'est important d'avoir une capacité de scénarisation aussi des risques. Pourquoi ? Parce que on va vers l'assureur en parlant un petit peu son langage, en quantifiant et en scénarisant. Évidemment, ça fait monter en compétence l'assureur et l'entreprise. Et ça permet d'être sûr aussi qu'on parle le même langage. Parce que quand on est assuré en cyber, qu'on se prend un NotPetya et qu'on se retrouve face à un assureur qui dit « bah non, c'est un acte de guerre, donc c'est pas assurable », en fait, ça, on aurait pu l'éviter avec des scénarios plus précis et plus explicites. Donc c'est crucial. Hein. Bon, alors après, on n'en a pas parlé, mais l'acte de guerre, ça pose plein d'autres questions sur l'attribution cyber. Je ne vais pas l'évoquer. Mais voilà, donc ces deux éléments sont cruciaux. Ouais. Alors, très logiquement, je vais donner la parole à Luc dans la continuité. Une recommandation. Oui, je ne parlerai pas de l'acte de après, guerre. On peut parler acte de guerre dans les couloirs. Après, voilà, oui. C'est un bon sujet pour la soirée. Je pense que la recommandation, elle est je ne vais pas prêcher pour ma paroisse, et elle est très liée à ce que disait Olivier Poupard dans l'introduction. Guillaume, pardon. Ce qui est certain, c'est que de tous les acteurs qui vont participer à la gestion du risque cyber d'une entreprise, donc le risque management, les prestataires, les partenaires, les assureurs, il n'y en a aucun qui arrivera seul. Et que la seule façon, c'est vraiment de travailler ensemble. Parce que je dirais, l'assureur, derrière, ça reste son métier, c'est un financeur. On va financer l'impact, mais c'est pas ça ça va aider l'entreprise à survivre, mais ça ne va pas permettre à une entreprise d'éviter d'avoir des problèmes. Et ça ne va surtout pas lui éviter les problèmes du tout. Donc je pense que c'est vraiment, voilà, la recommandation, c'est surtout ne pas travailler en silo. Et l'avenir, je vais aller un cran plus loin, et là je prêche pour ma paroisse, l'avenir de la cyberassurance, donc pour les assureurs, il est probablement aussi énormément dans la coopération avec des tas d'innovants dans le monde de la cybersécurité, sur lequel on va devoir apprendre à créer des modèles. Parce que le modèle aujourd'hui de l'assurance cyber n'existe pas. Et si on applique les modèles qui fonctionnaient sur d'autres assurances, ils n'ont pas trop d'avenir, je pense. Alors, on arrive à la fin et en guise de conclusion, je vous ai préparé une petite question provoque, ça s'appelle. Alors, après tout ce qu'on a dit, c'est la peine de s'assurer ou même pas ? Moi, ma réponse serait que ça vaut la peine de s'assurer, et pour bien s'assurer, il faut avoir fait tout le travail d'identification et de compréhension du risque. Et pour rebondir ce que disait Guillaume Poupard ce matin, en début d'après-midi, où il disait qu'en fait, aujourd'hui, avec le risque cyber, personne ne peut dire qu'il ne savait pas. Donc ça en va de la responsabilité quelque part. Et donc, voilà, moi j'ai toujours une phrase qui dit, en fait, quand les risques sont gérés, on a une entreprise responsable. Donc voilà, je finirai là-dessus. Maxime ? Alors je dirais oui, un peu à la manière d'Oliver, c'est-à-dire en s'assurant intelligemment et surtout en parlant le même langage que l'assureur, pour être sûr justement qu'il n'y ait pas de mauvaise compréhension ou qu'on ne se sente pas assuré alors qu'on ne l'est pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a une démarche qui consiste à s'assurer pour aussi se décharger d'une certaine manière, d'une certaine responsabilité. Ça, c'est évidemment pas la bonne façon de faire. Luc, vous avez en plus le mot de la fin. Alors, allez, oui, il faut s'assurer, mais c'est sûrement pas la première étape. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à tous. Merci Cécile aussi. Merci bonne Cécile. soirée.